extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rocher, étudiant audiovisuel et rédacteur web cinéma sur le site Avoir à lire, et bienvenue dans le podcast Cinémood, le podcast qui analyse le 7e art à travers les époques. Vu que c'est notre premier épisode, je vais rapidement vous présenter le concept. Chaque épisode a comme fil conducteur une thématique générale liée à une époque, décortiquée par une série de questions sous thème, piochées par les invités. Pour ce premier épisode, nous avons l'honneur d'avoir comme invité Monsieur Youssef Fary, Merci, auteur, réalisateur, professeur d'analyse filmique et responsable pédagogique à l'école audiovisuelle Innov, dans le campus de Bordeaux donc. Et Monsieur Éric Roffet, ancien ingénieur d'édition prestigieux à la retraite, et on a notamment travaillé sur l'adaptation de Thérèse d'Esquerou par Claude Miller en 2012, bien que ce n'est pas l'entièreté de sa carrière prolifique, donc, qui nous racontera, donc, je l'assure, quelques anecdotes croustillantes, j'imagine. Assez parlé, place aux invités. Messieurs, pouvez-vous vous présenter mieux que je ne l'ai fait ? Bonjour Julien, merci pour cette invitation, c'est un plaisir d'assister à ce projet. Tu as bien résumé ce que je faisais. Après, c'est difficile d'en dire plus sans embêter tout le monde. C'est vrai que j'essaye de multiplier les compétences, multiplier les créations, tout type de format, tout type de forme. C'est un plaisir pour moi d'expérimenter, que ce soit le monde de l'audiovisuel ou tout autre monde qui gravite autour. Et juste, je suis curieux, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner ? La passion du partage. J'aime partager, j'aime échanger. C'est quelque chose qui est très important pour moi, mais je pense que c'est pas lié à ma carrière professionnelle, c'est plutôt lié à l'humain que je suis. Que dire après Youssef ? Alors, déjà, retraité, quel sale mot. La preuve que non, il est là. Tu vas m'enlever ça tout de suite. Mais il y a un âge pour tout. Et voilà, l'histoire, c'est transmettre avec des gens plus jeunes. Et j'ai eu la chance de rencontrer Youssef par un hasard. Voilà, et me voilà ici depuis bientôt, ça fait la 2e année. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec tous ces jeunes enthousiastes et qui vont bientôt rentrer dans ce beau métier qui est l'audiovisuel. La question de la transmission semble importante pour toi ? Il n'y a que ça qui m'intéresse. On peut pas. Il faut laisser une trace, pas une trace. Il y en a qui font de la politique, mais laisser une trace, ça veut dire transmettre ce qu'on m'a appris moi déjà. Ce métier m'a donné beaucoup de plaisir. Et maintenant, faut rendre. C'est l'heure de l'addition, et faut rendre. Et rendre ici plus particulièrement parce que Youssef, ici présent, qui est le responsable de la filière audiovisuelle, me laisse presque carte blanche, parce qu'il y a une confiance qui s'est instaurée entre nous, et il a dit un mot qui, moi, les jeunes aujourd'hui disent, ça me met les poils, c'est l'humain. Pour moi, l'humain passe avant tout. Et on est bien d'accord là-dessus, et voilà, et l'idée, c'est d'essayer de transmettre, d'apprendre non, mais transmettre une passion. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un moment, d'une période, d'une époque qui a définitivement impacté nos modes de consommation et nos aspirations. La pandémie du Covid-19, un événement majeur de l'histoire du XXIe siècle, autant qu'une déflagration catastrophique pour l'industrie du cinéma et ses dérivés, notamment la sacro salle de cinéma qui, à l'heure où je vous parle, sont fermées depuis plus de 100 jours maintenant. Du jamais vu, même durant l'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale en France, où les cinémas étaient toujours ouverts pour de la propagande nazie certes, mais ouverts. En cela, messieurs, je vous demande, à toi Youssef, en ta qualité de témoin direct des conséquences de la pandémie sur une école audiovisuelle qui plus est privée, et vous Éric, enseigne ingénieur du son pour le cinéma et par conséquent un élément connaissant par cœur tous les rouages de l'industrie et le fonctionnement d'un tournage en temps normal, en quoi la pandémie du Covid-19
a impacté l'industrie et la nature profonde du cinéma, et quelles en sont les conséquences concrètes sur nos modes de consommation digitale et plus encore sur l'avenir du cinéma. Julien, tu as dit quelque chose qui a soulevé une question en moi qui est intéressante, je trouve, c'est est-ce qu'il vaudrait mieux avoir des cinémas fermés que des cinémas ouverts pour de la propagande? Et moi, je pense qu'il vaudrait mieux avoir des cinémas fermés. Non, C'est parce mon qu'il y a avis. la télévision pour la propagande maintenant, hein. Oui, mais on parlait de l'occupation allemande et effectivement, il vaut mieux avoir des cinémas fermés que des cinémas qu'on contrôle. Donc, et c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui on a des cinémas fermés. Donc c'est vrai que c'est une grosse problématique, hein, ces cinémas fermés à tous les niveaux. Mais je trouve que indirectement, avec le recul maintenant, ça fait 1 an, ça n'a pas fait beaucoup de mal au monde de l'audiovisuel. Peut-être au monde du cinéma, mais l'audiovisuel continue à travers les plateformes de streaming. Les confinements qu'on a vécu a permis aux gens de consommer beaucoup de contenu vidéo, que ce soit des films, des séries, que ce soit des vidéos sur Internet, des choses comme ça. Donc l'audiovisuel a pas pris de coup avec cette histoire de Covid. Le cinéma peut-être, mais le cinéma était déjà en train de chercher une nouvelle voie, en train de se réécrire. Et je pense que là, justement, cette situation va le forcer à aller plus vite que ce qu'il avait prévu de faire, je pense. Donc là, franchement, c'est l'avenir qui nous dira ce qui va se passer pour le cinéma et comment il évoluera. Tu veux dire que le monde du cinéma est en train de muter? Est-ce que c'est plus une question de mutation? Il doit muter. De la même manière qu'il a muté dans les années 50 avec l'arrivée de la télévision, dans tous les foyers français, non. Et dans les années 30 avec l'arrivée du son. Effectivement, donc là il y avait une première mutation. Mais après il y en a une seconde qui arrive dans les années plutôt 60, parce que même si la télévision c'est les années 50, très peu de gens en avaient à ce moment-là. Plutôt les années 60 où ça commence à se démocratiser, le cinéma a dû se réinventer et a dû proposer donc des films qui ne pouvaient pas se vivre sur un petit écran. Donc ils ont été malins. Nous, l'avantage du cinéma, c'était la taille de l'écran, et ben on va en profiter. Et c'est là où ils sont arrivés énormément de péplums, des films qui demandaient un grand écran. Et je pense que le cinéma va continuer de se réinventer, de se réécrire pour équilibrer, pour compléter ce qui se passe chez nous sur nos petits écrans. N'est-ce pas le but du cinéma de se réinventer constamment? Il faut, hein, c'est un art très jeune, hein, 140 ans, non, même pas, 130. 125 ans, quelque chose comme ça. C'est un art très jeune. Si on devait le comparer à la peinture, elle a eu le temps de se réinventer des centaines et des centaines de fois. Je pense que le cinéma est encore au début de ce qu'il est capable de faire. Oui, et je vous renverrai à un article qui a une dizaine d'années de monsieur Steven Spielberg, qui expliquait il y a plus de 10 ans que les salles de cinéma allaient progressivement disparaître, qu'il y aurait des salles avec 15-20 000 places, ça sera des écrans absolument gigantesques, mais ça ne sera pas pour aller y diffuser des films d'auteur, bien évidemment. Et tout ce qui est tablette, ordinateur, smartphone, tout ce que vous voulez, on ne sait même pas, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on déroulera un morceau de je ne sais quoi, et dessus on pourra projeter des films sur des écrans qui feront 1 millimètre d'épaisseur, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ça n'existe pas pour le moment. Mais je pense qu'on pourra peut-être se trimballer avec nos écrans dans nos sacs et projeter ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra. Donc tout est à réinventer systématiquement. Mais ce qui est un point commun du 7e art, c'est quand même les scénarios. C'est une histoire qu'on doit raconter. Cette histoire qu'on la raconte sur un tissu, sur un grand écran, sur un smartphone ou sur du carrelage dans la salle de bain, il faut écrire une histoire. Et il faut faire partager, il faut essayer de partager justement cette histoire avec des acteurs. Ce système-là, il n'est pas prêt de changer. Sauf que peut-être, il y a des gens qui travaillent là-dessus, on pourrait aller chercher virtuellement des acteurs qui sont plus là depuis déjà des décennies, les faire revivre avec leur voix et tout ça. Mais là, on n'est plus dans de la création, on est dans autre chose, mais pourquoi pas? Enfin, tout est possible. J'allais rebondir sur l'aspect moral et éthique on va dire du futur du cinéma, sur ce que tu dis. J'ai pas de morale et j'ai pas d'éthique. Non, c'est pas vrai. L'aspect moral, alors là on peut en discuter des heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui va être moral pour moi ne va pas l'être pour toi, et lycée de Versailles. Donc j'aime pas quand on met la moralité, moi, dans tout. Le cinéma n'a pas à être moral ou immoral.
On raconte des histoires, on n'est pas là pour justement faire la morale aux gens. Ça, il y a les politiques pour ça. Le cinéma n'est pas un cinéma politique. Ce que disait Youssef tout à l'heure, je peux comprendre à votre génération, hein, et c'est pas du tout une attaque, mais mélanger l'occupation nazie et le cinéma et Covid, ça me pique un peu les yeux, moi, ça, quand même, parce que c'est pas ça. Hein. Alors après, c'était un raccourci facile, mais il disait que la dernière fois qu'on aurait pu avoir les salles de cinéma aussi fermées, et c'est moi qui ai... oui, mais ces comparaisons qui peuvent être historiques, personnellement, vu que j'ai un grand âge et que... Elle te gêne ? Elle me gêne pas, elle me dérange. C'est pas tout à fait pareil. Parce que, souvent, c'est pas le but de ton podcast, hein, c'est pas ça, hein, mais j'entends régulièrement des gens comparer. On nous dit, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant de morts. Non, c'est pas les mêmes conditions. Ça n'a plus rien à voir avec ton sujet, mais attention que Covid, tout d'un coup, ne devienne pas... Ça veut dire qu'on fait trop de raccourcis, quoi. Oui, c'est pas la Gestapo non plus. Hein. Ceux qui ont eu à subir la Gestapo, c'était un peu autre chose que même finir en réanimation. Il n'y a pas de camp. Enfin, moi, ça me dérange. C'est une histoire très récente, ça a soit 80 ans. Imaginez ce qu'on va dire dans 200, 300 ans de ce qui s'est passé en 39-45. Peut-être qu'il y a des fous comme Le Pen qui un jour a dit que c'était un détail dans l'histoire. Non. Faire attention. Enfin, moi, ça me touche peut-être un peu de près, ces histoires. Je pense qu'on vit aujourd'hui avec une génération, et on fait partie de cette génération, certains, qui n'a pas assez de comparaison avec ce qui lui arrive, et forcément, ça revient toujours à la Seconde Guerre mondiale, ou à des choses qu'ils n'ont pas connues, mais a priori étaient les plus atroces par rapport à ce qui nous reste aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est des comparaisons faciles, mais d'un autre côté, on n'a rien pour comparer. Mais c'est vrai que la situation qu'on vit actuellement, elle n'est pas si catastrophique que ça par rapport à ce que l'être humain a pu vivre. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et d'avoir la... Il n'y a pas que la Deuxième Guerre mondiale. Bien évidemment, c'est pour ça. Il y a toute la période... Enfin, après, si on remonte dans ces histoires-là, systématiquement, on revient sur la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai eu la chance de rencontrer une femme il n'y a pas longtemps, une Amazonienne, et je lui demandais combien êtes-vous une Amérindienne d'Amazonie. Ils sont 300 000. Et au plus fort du nombre d'habitants vivants amérindiens d'Amazonie, ils étaient 240 millions. En 5 siècles, ils en ont bousillé 95%. Donc, si tu veux, ça aussi. Après, on peut aussi parler de l'esclavage. Après, ça va loin. Si on commence à... Il faut faire très attention. Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit et peut-être aux douleurs que ça peut éveiller chez certaines personnes. Pour rester dans la thématique politique, vu que vous êtes bien lancé, vu que tu es bien lancé là-dessus. Ne cherche pas là-dessus parce que là... Ah bah c'est le but du podcast. Moi j'ai envie de te gratter un petit peu. Tu disais tout à l'heure que le cinéma doit pas être politique, si j'ai bien compris. Ah non. Ou doit pas avoir forcément une vocation politique. Et j'aimerais juste savoir ton point de vue. Youssef, je pense, rebondira sur ce que tu diras, ou inversement, mais... J'ai pas dit que le cinéma... Ah non, je crois que on s'est pas bien entendu, mon cher Julien. Est-ce que tu peux, du coup, étayer ton propos ? Je n'aime pas quand le cinéma veut me donner des leçons de morale. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. J'ai dit que la politique était là pour nous donner des leçons de morale. La preuve, c'est que tous autant que vous êtes, et moi je m'exclus de ça parce que j'ai 62 ans et que ce qu'ils font vivre à cette jeunesse-là, c'est absolument surréaliste. Quand dans 30, 40, 50, 60, 80 ans, les historiens se pencheront sur cette période, il y en a, ça va les gratter un peu quand même, parce que ce qu'on fait là, c'est pour moi, est inadmissible. Pour protéger la vieille génération, on va essayer, alors j'aime pas le mot parce qu'on dit sacrifier, il faut quand même pas non plus exagérer, c'est pas des sacrifices, mais en tout cas ça vous empêche de vivre à peu près convenablement. Et c'est là où le cinéma devrait effectivement, et c'est pas là c'est pas, moi j'aime le cinéma politique, mais j'aime pas quand il me donne des leçons de morale. Donc et j'aime pas qu'on me donne des leçons de morale. En général, méfiez-vous des gens qui vous donneront dans l'avenir des leçons de morale.
Moi, je dirais, déjà, il y a deux types de films politiques pour moi, hein. Il y a ceux qui essayent de critiquer un pouvoir en place ou quelque chose qui est en place, et il y a ceux qui vont défendre le pouvoir qui est en place, voilà, tout simplement. Mais les films politiques qui vont être le plus intéressants, à mon sens, ce sont ceux qui font semblant de parler de politique, mais en fait, ils n'en ont rien à faire. Et ces films-là, je trouve qu'ils sont plus intéressants parce que dans le traitement, la personne qui est l'auteur ou le réalisateur de ce projet va se défaire d'un objectif qui est de mettre de la morale dans la tête des gens, de manipuler les gens ou de les diriger dans un sens. Et s'il prend ce rôle trop à cœur, il va se détourner de l'essence même du projet, de son œuvre, c'est raconter une histoire, apporter des émotions aux spectateurs. Donc il y a des films politiques qui sont très intéressants parce qu'en fait, ils ne font qu'effleurer l'idée de la politique, mais au final, il y a un vrai film derrière. Après, il y a les films politiques qui vont être 100% politiques, et c'est les films qui sont d'un ennui, je pense, mortel. Et après, il y a un autre type de film politique, et ça arrive beaucoup chez les Américains, c'est des films historiques. Donc, ils se disent, ok, on n'a aucun film qui parle de tel président de notre histoire, on va corriger ça, on va faire un film sur notre président, on va raconter son histoire. Et là, on a un film qui sera rangé dans un placard, qui sera sorti de temps en temps par des gens qui veulent s'intéresser à ce personnage historique, mais qui n'apportera rien, pour moi, hein, au panorama cinématographique. Donc on a ces espèces de biopics qui sortent à la chaîne, qui sont creux au final. Les Américains sont très forts pour ça. Nous, on ne sait pas. Par exemple, ils ont su régler assez rapidement les atrocités menées au Vietnam. Ils ont géré ça d'une main absolument magnifique. Nous, en France, avec la guerre d'Algérie, on n'a toujours pas réglé le problème. On ne sait pas. Et après, on s'étonne que les quartiers vont brûler, mais parce qu'on n'a pas été capable de faire... Il y a eu deux vieux films. Il y a Michael Haneke qui a fait un film, mais c'est indirect, sur la guerre d'Algérie. Et après, il y a eu... Si, tu as eu la section... c'est pas Schoendorfer qui avait fait ça. Je crois que c'est Raoul Coutard, vous vérifierez. Mais c'était un chef opérateur qui a réalisé, qui avait la section, je sais. Mais bon, on n'est pas capable en France de faire ça. On l'assume pas. Oui, mais ça veut dire quoi? Il a le problème. Qui? Quoi? Mais ça montre qui est-ce qui finance les films aussi. Parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, si c'est la France qui finance les films, il faut faire attention du contenu de ce film-là. Et j'ai l'impression que la France n'assume pas aujourd'hui le rôle qu'elle a joué dans cette guerre d'Algérie. Il y a Chirac qui a un petit peu... mais c'est pas des films. Bien évidemment, qui a un petit peu reconnu les choses. Mais je trouve que tous les gens qui avaient leur mot à dire à ce sujet se sont tus à un moment donné. Aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de faire des films. Et la nouvelle génération n'a aucune information sur cette époque pour pouvoir en parler. Ou pas assez, en tout cas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des films sur ce sujet. Est-ce que le cinéma peut penser les plaies du passé? Il peut aider. Il peut aider. Absolument. Les Américains l'ont fait. Et Dieu sait si je ne suis pas un fan absolu tout le temps du cinéma américain. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est terrible, la mauvaise foi. Effectivement, ils ont fait quelques films sur cette guerre du Vietnam. Et quand tu vas au Vietnam aujourd'hui, les Américains sont là, ils sont appréciés, ils sont aimés. Les Vietnamiens peuvent aller aux États-Unis. Il y a pas tout ça. Les plaies se sont un petit peu cicatrisées avec de l'intelligence. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Alors, les réalisateurs actuels, mais c'est vrai, alors pour la petite anecdote, hier soir je regardais un film, vraiment par hasard, c'est Le vieil homme et l'enfant, Claude Berry, et avec Michel Simon et le petit garçon, là, Cohen, qui joue extrêmement bien. Et le film parle de la Seconde Guerre mondiale, mais à travers les yeux d'un garçon qui va être protégé, c'est un vieux grand-père, et en fait on va rien voir de la guerre. Mais et je trouvais amusant, c'est qu'après, quand je lisais quelques critiques sur ce film d'internautes, hein, pas de critiques presse, ils disaient ce film c'est un gros gaspillage, il nous fait croire qu'il va parler de la guerre, au final on est à la campagne avec un papy et un garçon pendant tout le film. Et en fait le sujet n'était pas là, Berry l'a dit, il voulait montrer l'antisémitisme des Français à travers ce film. C'est quelque chose qui, je vais dire une horreur, mais je me demande si c'est pas dans les gènes du peuple français
Depuis la Seconde Guerre mondiale, si c'est pas avant. Non, même avant. Oui, même Oh là avant, là. probablement. Depuis- Mais c'est là où ça... Avec l'affaire Dreyfus aussi, notamment. Oui, Bien sûr, mais même bien avant, sûr. non, mais Ouais. c'est encore avant. Il y a une espèce de je sais pas, c'est comme ça, sous la table, on n'en parle pas. C'est ça. C'est très très étonnant ça. Et d'avoir ce film qui parle de ça, c'est peut-être, à ma connaissance, le seul film qui parle de ce sujet, avec une énorme tendresse, parce qu'il ne critique à aucun moment le peuple français, en filmant Michel Simon, qui est ce bon français bien ancré avec ses idées. Et justement, c'est ce petit garçon qui va apporter une petite touche de nuance dans la vie d'un Français qui, malgré lui, pense tout ça. Parce qu'il est conditionné, comme tu dis, c'est peut-être génétique. Et ce film est d'une délicatesse absolue. Et bien évidemment, il parle de la guerre, mais il parle avant tout d'un problème qui est bien plus profond que C'est ce qu'on systémique croit. pour le coup là. C'est systémique ce problème-là. Il est systémique. On n'est pas capable. Parfois, encore, mais ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. Regardez, il y a. Je me souviens plus du titre. Il y a l'année dernière. Moi, j'ai été scotché par ce film qui est fait dans les banlieues. Les Misérables ? Les Misérables, merci. J'ai trouvé ce film absolument admirable. Mais voilà, où faut aller pour que... Parce que c'est très violent, mais il faut aller là. C'est quand même... si quelqu'un était capable d'écrire une histoire comme Le vieil homme et l'enfant sur ce qui se passe aujourd'hui dans les soi-disant territoires abandonnés de la République, ça c'est encore des grands mots, j'y crois pas une seule seconde. Mais ça serait d'une grande poésie, on n'est pas obligé de filmer des cocktails Molotov. Absolument. Absolument. Mais est-ce que quelqu'un est capable d'écrire cette histoire avec de la rédemption sur nos amis d'Afrique du Nord? Il faut qu'il y ait de la rédemption, d'un côté comme de l'autre. Si on montre que la violence... Tout est dans la subtilité. Dans ce film de guerre, on ne voit pas. C'est pas un film de guerre, on va le dire, parce qu'il n'y a aucune scène de bataille. Mais il y a Michel Simon qui montre une cicatrice au petit garçon juif, et il ne sait pas qu'il est juif, et il l'héberge, mais il n'aime pas les juifs, donc c'est là l'ironie dramatique du film. Il lui montre une cicatrice qu'il a dans le dos, il lui dit, petit garçon, regarde, je me suis pris un coup de baïonnette. Et le petit garçon dit, Pépé, pourquoi tu fuyais? Il dit, mais j'ai pas fui. Bah si, le coup de baïonnette, il est dans le dos. Après, il dit, mais non, j'ai pas fui, ils m'ont encerclé, voilà. Et ce personnage qui représente la France, de la manière la plus subtile qui soit et la plus intelligente qui soit, on montre la lâcheté d'un pays. Dans une petite scène entre un grand-père et un petit garçon, sans aucune arme, sans aucune violence, juste avec la tendresse des petits mots d'un garçon. Il est là le cinéma, je pense. Et c'est ce cinéma qu'on a perdu avec le cinéma français, et j'espère qu'on retrouvera un jour. Tu es en train de dire que on n'a plus d'auteur, on n'a plus de scénariste? J'ai pas envie de lancer le débat, mais c'est vrai que ce genre de film, je suis obligé d'aller piocher dans des films des années 60, 50, 40 pour retrouver cette écriture que je retrouve de plus en plus rarement dans le cinéma français. Je dis pas qu'elle n'existe plus, mais de plus en plus rarement. Si je veux faire mouche, il faut que je tape un peu plus loin très souvent. De quel type d'écriture tu parles, Youssef? C'est-à-dire, je parle du type d'écriture des films où on a l'impression de vivre une scène du quotidien, une scène entre deux personnages, qui est la plus basique possible, mais dans le sous-texte, on a des coups de poignard à donner à une monarchie, à une république, à ce qu'on veut. Et c'est cette écriture que j'aime. C'est l'écriture intelligente, c'est pas l'écriture qui est provocante pour provoquer. L'écriture... Ce qui se fait peut-être de plus en Oui, plus. de plus en plus aujourd'hui. En fait, On ne sait plus écrire. Est-ce qu'on cherche à choquer? Non, c'est pas ça. Il y a ça, mais il y a aussi ça. Mais c'est j'ai l'impression qu'on veut pré-mâcher comme un enfant, un bébé. On veut pré-mâcher pour pas qu'il s'étouffe. Oui, bienvenue dans les productions Disney. Mais oui. C'est ça. Hein. C'est terrible ça, parce que tu as l'impression plus l'état de conscience de l'humain devrait être élevé, C'est ça. plus on l'infantilise. Enfin, il y a quelque chose qui est totalement en décalage. C'est pas synchrone le truc, quoi. Le clap est Alors, pas synchrone. je sais d'où vient, je pense savoir d'où vient le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus des films pour faire de l'art, on fait des films pour amener des gens dans les salles. Et bien évidemment, si on veut toucher un très large public, on va pré-mâcher le travail pour qu'on ait un maximum de personnes qui soient touchées ou concernées par le film. Mais alors, c'est drôle parce que, pardon ça en rebondit, parce que mais je crois que je vous avais raconté l'anecdote, ou si je ne l'ai pas fait, c'est à d'autres, mais j'ai eu la chance de travailler sur Jacques le Croquant, qui était produit par Jérôme Seydoux. Et c'était un film qui coûtait beaucoup, des dizaines de millions d'euros, et j'avais eu
J'avais mangé avec Monsieur Sédou, qui est un capitaine d'industrie avec 250 000 personnes dans ses entreprises. C'est l'un des plus grands Oui. producteurs français. Oui. Et je lui avais demandé, monsieur, si j'osais, comment faites-vous pour dépenser autant de dizaines de millions d'euros et ne pas être sûr que ça fonctionne? Il m'avait regardé en souriant, en me disant, mais jeune homme, d'abord, je ne fais pas un plan comptable sur une année, mais sur 10 ans. Et deuxièmement, c'est pas avec ce qu'on projette comme film que je gagne des sous. C'est avec les friandises. C'est-à-dire que chaque parent, quand même, ses gosses, papa, une barbe à papa, Popcorn. des cachous, peu importe. Et bien c'est là qu'il gagne de l'argent. Donc on peut projeter presque n'importe. Tu peux projeter un chef-d'œuvre ou un. Il vendra autant de confiseries. Et ce qui compte, c'est de vendre de la confiserie, parce que c'est là où on gagne beaucoup d'argent. Alors, effectivement, et il m'avait quand même raconté cette histoire aussi, pour dire, mais comment vous choisissez vos scénarios? Et il racontait que je ne veux pas dire d'ânerie, son grand-père, enfin, Monsieur Pathé, comment il faisait pour... parce qu'à l'époque, tu commençais, je parle dans les années 30, 40, peut-être même 50, il ne produisait pas un film comme ça. Il mettait de l'argent sur la table, il regardait quelques projections, et où ils continuaient, où ils arrêtaient. C'était pas, on va au bout, on verra ce que ça donne. Et comment il faisait, ça m'avait... J'avais pris une gifle ce jour-là, j'ai pris 2-3 gifles avec ce monsieur d'ailleurs, qui me sait bien. Et il m'expliquait qu'à l'époque, monsieur Pathé faisait venir ce qu'on appelait l'idiot du village. Il y a toujours, ça n'existe plus, mais à l'époque, il y a toujours un idiot du village. Il l'emmenait en projection, et s'il faisait une comédie, si l'idiot du village riait, le film continuait. Si l'idiot du village ne riait pas, le film s'arrêtait. C'était plus simple, c'était vraiment... Et ça, il me l'a... Je dis, mais c'est une blague, c'est pas vrai. Non, c'était comme ça. Donc vous voyez, on croit qu'on fait des chefs-d'œuvre, et en fait, c'est l'idiot du village qui décidait si le film se poursuivait ou pas. L'idiot du village étant le producteur, j'imagine. Non, C'est le vrai idiot du village. Un Voilà, vrai idiot du littéralement. village. Un vrai idiot du village. C'est ça. Il prenait Le peuple, en fait, je pense. Voilà, et c'était un môme, il avait 17 ans. Aucune, évidemment, aucune compétence compétence de rien. S'il riait pendant la projection, on continuait. S'il riait pas, on arrêtait. C'est quand même incroyable. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est l'histoire du cinéma français aussi. C'est pas... on se raconte des trucs là autour d'une table. Non, il y a des faits. Ah, tout à l'heure, Youssef expliquait, le cinéma, ça a commencé, d'abord, c'était en noir et blanc. Est-ce que vous savez, pour vos podcasters, c'est les gens qui vont écouter ça, on dit des podcasters, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je pense des auditeurs. Des mais auditeurs, on peut dire, pardon. peut-être. Pour vos auditeurs. Comment on faisait pour avoir la vitesse de la caméra? C'était une manivelle, d'accord, à l'époque. Vous saviez comment ils faisaient? Toi, tu dois savoir. Ouais, je sais. Ils chantaient Chambre et Meuse. Ouais, j'ai jamais retrouvé le son, je l'avais cherché la dernière fois. Et parce que C'est le bon rythme pour c'était avoir bon le nombre rythme d'images. qui arrivait à peu près à 25-26 images secondes. Ouais. Alors ça a commencé comme ça, noir et blanc, muet, manivelle. Après est arrivé le son. Après est arrivé quand même quelque chose qui a bouleversé le cinéma, c'est la couleur. Technicolor, c'est eux qui ont inventé ça avec Kodak. Et après, la 3D, les effets spéciaux. Donc le cinéma, pour revenir tout à l'heure, il s'invente en permanence. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer d'inventer des choses. Et dans cette école, vous avez cette chance-là, c'est parce que ce n'est pas qu'une école. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est que c'est un laboratoire. Vous pouvez tout essayer. Vous avez tout à disposition. Et c'est là que vous allez apprendre ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des règles, il y a des choses qui ne marcheront jamais. Mais une fois que tu sais ce qui ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus simple d'aller vers ce qui va peut-être fonctionner. Tout ce qui ne s'adapte pas finit par disparaître. Alors, c'est pas s'adapter, puisqu'il s'est déjà acclimaté. Quand la chose arrive, on parle de tout. Mais à partir du moment où il n'y a pas de concurrence, la chose peut tranquillement trôner fièrement au-dessus de tout le monde. Mais dès que la concurrence arrive, si tu ne te réinventes pas, tu disparais. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la pandémie exacerbe plus, on va dire, cet aspect de transition du cinéma vers quelque chose de plus Ça l'accélère. digital? Ça l'accélère. La preuve, c'est que Disney avait
mis les sous sur la table pour des productions qui devaient sortir au cinéma et que finalement ils ont mis sur leur plateforme de streaming. Donc ça veut dire que même en interne, dans ces grandes maisons de production, ils sont en train de se dire que peut-être l'avenir est sur les écrans qui sont à la maison et pas celui qui est au cinéma. Donc il y a une réflexion, ils vont bien évidemment un peu se planter parce qu'ils vont essayer, comme disait Eric, eux aussi sont dans un laboratoire parce que c'est facile de parler de l'avenir quand on vit dans le futur, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, quand on vit dans le présent, parler de l'avenir, c'est un peu plus délicat. Surtout quand il est question d'avoir un retour sur autant d'individus. Et là, quand on parle de ce type de production, il faut satisfaire un nombre d'individus colossal. On parle de choses mondiales, là, de production mondiale. Si tu veux faire plaisir à la Chine, peut-être ça ne fera pas plaisir à l'Afrique du Sud. Si tu veux faire plaisir à l'Amérique du Nord, peut-être que justement l'Asie va rejeter ta production. Donc le problème de Disney, il est là. Je ne voulais pas parler de ce sujet, mais il est là, c'est qu'il veut être d'accord avec tout le monde et faire du cinéma. Je pense que c'est contradictoire, mais c'est pas grave. Et donc ils vont se planter d'abord dans leurs essais de mettre leurs films à la maison, un peu au cinéma. Ils ont essayé de vendre Mulan à 20 €, finalement ils l'ont retiré alors que tu payes déjà ton abonnement. Ça se voit qu'ils sont dans le flou total. Je pense qu'on peut étayer davantage sur cet aspect que aujourd'hui le cinéma veut mettre tout le monde d'accord essayer de satisfaire tout le monde. Et Parce qu'on vit dans une époque lycée. C'est-à-dire que tout doit. Je ne veux pas avoir une tête qui dépasse comme pendant le service militaire. Je ne veux pas avoir une tête. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau mondial. La bonne morale, on va dire. La fameuse qui revient toujours, en permanence. C'est faire plaisir à tout le monde. La bien-pensance. Qui est dévié, mais ce qu'ils appellent le politiquement correct, on peut plus, on ne peut plus. Alors je ne dirais pas on ne peut plus rien dire, c'est idiot. Il faut que la parole se libère, il y a des tas de trucs, mais quand même, on s'aperçoit. Alors justement, c'est plus on peut plus rien dire, c'est qu'on écoute n'importe qui. On est passé à une autre étape. On écoute tellement n'importe qui que récemment on pouvait avoir une polémique sur un film français où, j'ai oublié le nom du film, mais le mari truquait la contraception de sa femme pour qu'elle tombe enceinte. C'est un film, c'est une fiction, c'est une comédie. Énorme. Énorme. Merci Julien. Et ils vont recevoir les comédiens et il y a une personne qui se dit chroniqueuse ou je ne sais quoi, qui commence à défoncer le film parce que ce qu'ils font dans le film, c'est immoral. Alors la personne, je ne sais pas si elle a compris que c'était de la fiction. Le fameux accident de l'émission Quotidien. Je ne sais pas si on peut appeler ça un accident, je pense que c'est prévu. Oui. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui. Mais je suis sous le choc de voir qu'on laisse à la télévision la parole à ce genre de personnes qui n'ont rien compris au cinéma. Et c'est du macartiste, c'est ce qu'ils faisaient dans les années 40, mais on était dans les années 40, 50, on est en 2021. Et il y a des gens qui vont dire, mais c'est un film, monsieur ou madame, c'est un film. Je rebondis une anecdote rapidos, parce que ça me fait penser à ça. En 1997, j'avais travaillé avec un monsieur qui s'appelle Bruno Dumont sur un film qui s'appelait La vie de Jésus. Et il m'avait demandé, comme je suis assez loquace, que vous avez pu voir, d'aller présenter le film. Bon, alors lui, il a fait Japon, États-Unis, Canada, et moi j'ai fait toutes les banlieues de France. Et un jour, il y a une dame qui me prend à partie, qui me dit, mais monsieur, ce film est d'une vulgarité. Je dis, ah oui, je trouvais ça vulgaire, d'abord c'est un film. Et je dis, mais quels journaux vous regardez à la télévision? Elle me dit TF1. Et je dis, parce que le journal TF1, il n'est pas vulgaire. Voyons donc, on vous montre des gens en train de brûler, en train de mourir, ça c'est pas vulgaire. C'est plus que de la vulgarité. Alors que si on voit un sexe d'homme ou de femme, tout d'un coup ça devient vulgaire. Enfin, moi je veux bien, mais il faut on arrête tout, on devient tous curés, pas toi Youssef, mais voilà. Et puis on n'écrit plus. Alors on n'écrit plus. Le Marquis de Sade, on n'écrit plus. Il n'y a plus de littérature. Mais dans quel monde on va là? De toute façon, l'être humain l'a montré. Là où il a su se satisfaire et avancer, c'est dans l'expérimentation des deux extrêmes. Donc il faut aller dans les deux extrêmes, quand on est dans l'art en tout cas, parce que c'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a. Si tu n'y vas pas, ça restera un territoire inconnu. Puis l'humain peut avoir des parts d'ombre, tant que ça reste dans l'art. Un tableau, un film, une chanson, d'accord. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. C'est un métier quand même, je vous ai dit l'année dernière.
Ou t'écris toi Julien, tu veux faire de la réalisation, tu vas écrire Le Train des Rails, ou telle personne est battue à mort, ou l'autre est violé, mais fais ça dans la vraie vie, t'es en tôle. Il n'y a que le cinéma qui peut te permettre d'écrire et de réaliser des choses pareilles, voire immondes. Absolument. Après, Le cinéma, la littérature, oui, tout enfin, ça. Non, mais on c'est-à-dire parle que du 7e art, mais tout le monde, voilà, tous les arts sont d'accord là-dessus, parce que je connais pas un art qui essaye pas parfois de brusquer, choquer, la transgression, c'est bien tout la simplement. transgression. Même dans la Rappelez-vous, musique. quand vous étiez petit, la transgression, c'était formidable de transgresser l'éducation que tentait de donner papa-maman. De toute façon, Renverser l'ordre en place. Mais oui, on peut dire que l'art, c'est le jouet des adultes, en quelque sorte. c'est ça, c'est un jouet. Parfois, pour certains réalisateurs ou autrices, c'est une thérapie aussi. Je pense que tant qu'on donnera la parole à n'importe qui, eh ben, on entendra n'importe quoi. C'est Internet qui a ça. Bien sûr. À l'époque, ma génération, quand on voulait déconner, délirer, on rentrait dans un café, mettez-moi une côte, et là on refaisait le monde, mais on s'adressait à 3 cons. Alors qu'aujourd'hui, le même con, il va être lu par des millions de gens. Et les fake news et tout Et ça voilà, en donc, découle, il n'y a voilà, pas de secret. mais ça, tu n'arrêtes pas le progrès. Alors il est bon, il n'est pas bon, mais ceux qui ont essayé d'arrêter le progrès, ça ne marche pas. C'est impossible. Et le pire, c'est que ça devient une arme très 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 violente contre le peuple. C'est que les politiques, pour revenir à la politique, ont conscience que Internet, tu peux manipuler les gens jusqu'à chez eux. Donc la télévision, c'est fini. La politique ne passe plus par la télévision. Il y a 2-3 discours de Macron, mais ils sont sur Internet, les politiques. Mais quand tu Faire demandes aux passer des fake étudiants, news, mais ce que c'est j'ai fait des ici, cadeaux bénis. Les étudiants, je leur pose la question en première, deuxième, troisième année, qui regarde la télé. Si j'ai sur 35 étudiants une main qui se lève, j'ai gagné. Plus aucun étudiant ne regarde la télévision. Donc, ceux qui pensent, les vieux, et je suis quelqu'un, mais il faut se mettre à la tête, il faut se mettre à la place de la jeune génération. Ils ne regardent plus les Pascal Pro et autres BFM et j'en passe et j'en oublie, parce qu'ils prennent une autre information. Mais faites attention de toujours essayer de la recouper, cette information, parce qu'on peut... C'est pas, tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Tout ce qui est dit n'est pas vrai. Il ne faudrait pas prendre ça comme de l'argent comptant, quoi. Et d'où le problème de ces fake news de tout, et que tout le monde inonde. Quand tu repartages une information, vérifie-la avant quand même. Parce que si tu repartages un mensonge, l'autre va repartager un mensonge et on s'en C'est fout. ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut partir d'une règle d'or, c'est tout ce que tu vois est faux jusqu'à preuve du contraire. Alors que si tu fais l'inverse, tu tombes très vite dans le panneau de manipulateurs qui règnent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les politiciens qui agissent sur les réseaux sociaux. Pas que des manipulateurs, je crois Bien qu'il sûr. y a beaucoup d'imbéciles aussi. Oui. d'abrutis Et parfois malgré eux, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent Oui, pas ils compte savent pas, oui, de oui. la gravité Oui, du oui. partage d'une vidéo ou d'un contenu, parce qu'évidemment, si cette personne est crédule, je ne connais pas son cercle d'amis, mais il se trouve que dans ses 300-400 amis, d'autres personnes sont dans la même crédulité que lui, donc vont partager à nouveau, et en fait, c'est le feu à la poudre, quoi. Dernière question. En quoi le cinéma est inévitablement politique, systématiquement? C'est quoi politique déjà? Il faudrait définir ce que ça signifie. Dès que tu te lèves le matin, tu fais de la politique. C'est quoi la politique? C'est l'organisation de la cité, en grec. Quand tu décides d'aller acheter dans un magasin plutôt que dans un autre, tu fais de la politique. Donc le cinéma, obligatoirement, fait de la politique. Puis il n'y a pas de raison que ce soit le seul endroit où il n'y ait pas de politique, puisque tout est politique. Et ceux qui ne veulent pas le croire, ils ont tort, parce qu'on ne fait que de la politique, en fait. C'est l'organisation de l'humain dans la cité. C'est les Grecs. Absolument, je suis d'accord avec toi, Eric, je te rejoins. À partir du moment où tu t'adresses à un public qui sera ces humains qui vivent dans la même cité que toi, eh ben, tu leur adresses un message, donc forcément ça va travailler dans leur esprit et ça va leur donner des idées, parfois indirectement. Peut-être que tu vas faire un film qui n'est absolument pas politique, mais le spectateur va voir quelque chose de politique et va diriger ses opinions vers des idées que, a priori, tu lui aurais mis dans la tête. Donc malgré toi, tu peux te faire de la politique sans te rendre compte. Je pense que même dans les dessins animés, il y a de la politique. Quand les parents regardent un peu avec les enfants, on se rend compte que le film essaye de dire quelque chose aussi aux parents. Donc,
quitte à se dire que la politique sera existante, autant la contrôler, la maîtriser, en prendre conscience, que se dire ça fera ce que ça fera. Mais c'est pas un gros mot et c'est pas vulgaire non plus, la politique. C'est organiser la vie ensemble. Et donc on parlait tout à l'heure, en début, Youssef parlait de partage. C'est le truc le plus important de notre fonction d'être humain. C'est de partager. Même si tu es très gourmand, je te donne à manger 3 poulets, au bout du 4e, tu vas arrêter. Et l'autre à côté, il n'a rien avec toi. C'est quoi l'idée ? Partageons. Les gens qui ne sont pas dans le partage, s'ils en sont capables, parce qu'il faut en être capable, c'est de l'ingratitude absolue. Parce que aujourd'hui, on est sur l'épaule d'un géant. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils étaient tout en bas. Et ils ont gravi les échelons comme ça progressivement. Et nous, on est arrivé avec la technologie. Quand ma gamine a une tablette entre les mains, elle ne sait absolument pas comment fonctionne cet objet. Pourtant, elle l'utilise, elle se facilite la vie, nous aussi. Et ben, elle monte sur l'épaule du géant. Il y a des gens qui ont peut-être mis leur vie entière à faire en sorte que cet objet existe. Il y a peut-être des gens qui n'ont même pas vu cet objet exister alors qu'ils étaient en train de travailler dessus. Et bien là, on arrive sur les épaules d'un géant. Donc la moindre des choses, c'est de dire à ceux qui sont derrière nous ce qu'on sait pour qu'eux, après, montent sur notre épaule. Et ainsi de suite. Oui, c'est comme ça que l'humain évolue. Mais c'est comme ça qu'il y a eu cette magnifique rencontre entre ce monsieur-là et moi, parce que ça a collé direct. Et c'est important. Et dans la vie, le plus important, c'est pas de faire des films. Le plus important, c'est d'être bien, avoir les 2 pieds sur terre, bien ancré là, et de faire des rencontres. Et c'est ces rencontres qui changent ta vie. C'est pas quand des gens disent le film a changé ma vie. Je veux bien. C'est un mot. C'est de la philosophie. Mais une rencontre peut changer ta vie. Je vois pas comment un film peut. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie, ouais, effectivement. C'est ça. Ça peut pas être autrement. Et heureusement. Et ces gens-là, en plus, on les rencontre de manière la plus improbable possible, très souvent. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand tu vas à la rencontre de quelqu'un, tu es souvent déçu, mais quand la rencontre vient à toi, c'est ce que j'ai vécu en tout cas, il arrive des choses assez improbables. C'est ça, toujours. Et c'était dans le monde de l'art que j'ai rencontré ces gens-là très souvent, bizarrement. Donc, à vous de faire votre conclusion sur ça. Merci pour ce débat, ma foi, fort stimulant. Il est temps de passer à notre seconde rubrique thématique. Après avoir traité l'actualité de vive voix, nous allons ensemble partager, encore cette notion de partage, de votre cinéphilie, notre cinéphilie, et évoquer nos films, vos films de chevet. Concernant le film dit de pandémie, un genre cinématographique extrêmement riche, énergisant, tonifiant, hétéroclite, capable de marier les genres comme l'horreur pure, le fantastique, le thriller, le drame, la romance, avec une incroyable fluidité. En cela, messieurs, en cette pandémie du Covid-19, je vous demande légitimement de piocher dans cette magnifique boîte ici présente, un petit papier dans lequel il y aura sur ce petit papier une petite question sur ces fameux films de pandémie, et il vous faudra répondre légitimement à ce magnifique papier. Donc je vous laisse piocher dans ce petit papier. Alors moi j'ai une question. Faire un film sur la pandémie du Covid-19, bonne ou mauvaise idée ? Alors le problème, c'est que c'est ni une bonne ni une mauvaise idée, ça va être fait forcément par quelqu'un qui aura les sous pour le faire. Parce que je pense que c'est pour ce genre de film qu'on va débloquer les sous d'ici quelques années, parce que là c'est un peu trop tôt. Bonne ou mauvaise idée, je n'en sais rien, tant que j'ai pas vu le film. Ce qu'il faudra se dire, c'est bon ou mauvais film. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, il n'y a que des bons et des mauvais films, tout simplement. Alors, quand tu es malade, regardes-tu des films? Si oui, lesquels? Mais comme je suis malade en permanence, du cerveau, oui. Et ben là, il y en a un que je regarde régulièrement. Et Youssef va me donner le nom du réal parce que le pauvre, il a fait un seul film comme réalisateur. Il était scénariste et c'est un film absolument, pour moi, exceptionnel qui me tient compagnie depuis que je suis très jeune, qui s'appelle Johnny s'en va en guerre, Johnny Got His Gun, J'ai pas le nom. Mais si, il était scénariste. Oui, Dalton Trumbo. Bravo. Oui.
C'est ça. Producteur aussi. Oui. Il a, Il avait et c'est son seul il film. avait 62 ans quand il a fait ça. C'est son seul film. Comme Et je l'ai vu. Excellent film. Ah ouais, moi, c'est un Excellent film film. qui m'accompagne régulièrement. Un film cruel. Cruel pour son personnage et Voilà un film politique. et très lyrique et un film politique puisque c'est l'histoire d'un homme qui est privé de tous ses sens. C'est l'enfermement. Et c'est l'enfermement, c'est ça, c'est une question d'enfermement, Il n'y a, plus de que le confinement. il y a plus que le cerveau qui fonctionne. C'est ça. Et il est seul à le savoir. Et je trouve que mais ça, tu peux pas. Alors, je ne veux pas faire du jeunisme mais je pense qu'il faut avoir une certaine maturité de vie pour faire un film comme ça. Absolument. À 20 ans, tu ne peux pas faire un film comme ça. Absolument. C'est important de parler des sujets qu'on connaît quand on veut faire du cinéma, je pense. Et ne pas s'inventer des vies, même si on essaye. C'est autant parler de sujets qui sont peut-être plus classiques mais maîtrisés que des sujets qu'on ne maîtrise pas et parce qu'on veut tenter de l'originalité. Et là, tout est dit en noir et blanc. Très peu de décors, très peu d'acteurs, une voix off. Waouh! Et il te percute comme un camion. Comme Duel aussi, que j'ai bien aimé, le premier film de Spielberg. Et là, tu vois, je fais l'ascenseur exprès émotionnel. Paltrow, là, il a 62 ans, et Spielberg, il en a 17. Tu vois, quand il fait Duel. Et c'est déjà totalement maîtrisé. On peut pas, enfin, à 17 ans, je sais pas qui peut faire. Et il n'avait rien à perdre à ce moment-là. On lui a donné les sous pour le téléfilm du jeudi soir de je sais plus quelle chaîne américaine. Et il n'avait pas de carrière, donc il s'est dit, je vais tenter quelque chose, expérimental presque. Et ça a fonctionné. Et on a eu un tout petit peu cet effet, sur encore un autre niveau, avec Patient. Oui, c'est vrai. Le dernier film, là, enfin l'avant-dernier de Grand Corps Malade. Tu as raison. On était aussi bloqué avec le personnage. C'était plutôt bien écrit, plutôt bien mis en scène, puisqu'on ressentait la problématique du personnage, du protagoniste. Et je pense que quand le spectateur vit autant ce que vit le protagoniste à l'écran, c'est qu'on a réussi quelque chose. C'est qu'on a cassé, on va dire, on a brisé l'écran. J'ai souvent je compare souvent le 7e art à la cuisine. Et je trouve que en cuisine, là, ce qui est le plus difficile, c'est de rester minimaliste en ayant des saveurs extrêmes en bouche après. Mais le cinéma, c'est un peu pareil. Quelquefois, les réalisateurs, surtout aux États-Unis, là, ils te prennent par la main, ils t'emmènent, ils te mettent les violons, le pathos est là, comme si on voulait à nouveau te pré-mâcher. Mais moi, si je vais au restaurant et qu'on me pré-mâche, je ne vais pas dans le restaurant, quoi. Faut laisser au spectateur son libre arbitre de la compréhension du film qu'il vient de voir. On ne voit pas tous les films sous le même œil. Hein, on ne voit pas tous les mêmes couleurs, on n'entend pas tous les mêmes sons. Il faut, je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu arrêter d'infantiliser le public, arrêter de se dire ouais mais peut-être que des gens vont pas comprendre ce que je veux dire. Bah s'ils vont pas comprendre, c'est que tu as mal écrit. Donc Oui, t'as pas dans besoin. un livre, tu vas pas. L'auteur, il surligne pas Ouais. les phrases clés de son roman. Il met du gras, Voilà, il change la souligné capitale. maintenant. Donc je pense que c'est pareil dans le cinéma. Oui. Faut, quand tu ouvres le livre, il faut que de l'extérieur, tout soit a priori identique. Mais au final, quand tu le lis, c'est à toi de sortir les bonnes phrases, d'imager ce que tu es en train de lire. Et c'est le pas- rêve, et comment on a le droit de rêver, on a le droit La preuve, elle est là, la preuve absolue dans la littérature, c'est que quand on prend un livre et qu'il y a des images à l'intérieur, même un roman, on sait que c'est un livre pour ceux qui sont au collège, au lycée. Ils démarrent avec la littérature, donc on leur met quelques dessins, quelques illustrations. Après, quand on veut toucher les adultes, il n'y a plus rien. Pourquoi au cinéma on ne fait pas la même chose? Je ne sais pas. parce qu'on vendrait moins de bonbons. C'est ça. Est-ce qu'il faut prendre un autre papier? Juste pour finir sur Johnny sans la Tanguay, qu'est-ce qui provoque une telle connexion entre ce personnage et toi, Eric? Déjà, c'est la naïveté dans la souffrance au départ, parce que le gars, il entend, il ne voit pas, il a mal, il se rend compte qu'il n'a plus de bras, qu'il n'a plus de jambes, que c'est un tronc en fait. Il a que le cerveau qui est en parfait état de conscience. Est-ce que c'est pas, moi ça me touche personnellement, parce que je me dis, mais est-ce que c'est pas notre fonction en fait, d'essayer d'être un petit peu plus évolué mentalement et d'essayer de comprendre
comment fonctionne l'autre. Je pense que c'est le propos du film. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça raconte sur nous aujourd'hui, ce film? Ben, l'enfermement, l'enfermement mental. On est tous enfermés dans nos cerveaux. Et Dans là, nos logiques? Oui, et là, lui, il n'en a plus de ça. Il n'a plus de logique, il n'a plus rien. Il n'y a que cette petite histoire avec l'infirmière, parce que je crois que, comme dans Papillon, il commence à bouger un cil, et c'est là qu'elle comprend qu'il Il peut communiquer. il peut communiquer. Mais voyez-vous, on passe notre temps, l'humain se plaint toujours, tout le temps, de tout. Là, tu es dans un film où la condition humaine de ce monsieur, elle est totalement extrême, quoi. Et un autre film, tu vois, parce que je parle en noir et blanc et en même temps mon cerveau galope, il y en avait un autre qui m'avait à l'époque marqué, puis j'ai eu l'honneur de travailler avec lui, John Hurt dans Elephant Man. Elephant Man m'avait bouleversé aussi dans les années 80. Cette notion d'enfermement ou de Oui, parce cloisonnement que psychologique? c'est ça, on peut être enfermé dans son corps, tout simplement, même s'il il est viable. Et il y a pas mal de films qui parlent de ce sujet, qui traitent ce sujet d'enfermement dans son corps. Et comment vivre avec soi-même. Et c'est des sujets très intéressants parce que je pense qu'il faut d'abord être en paix avec soi-même avant d'être en paix avec les autres. Tu peux pas être en paix avec les autres si tu ne t'aimes pas. C'est ça. Il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Absolument, absolument. Et c'est quand on s'aime, je pense, qu'on est dirigé vers le partage au bout d'un moment, comme tu disais, Eric, tout à l'heure. C'est vrai. Et quand tu disais, je ne sais pas pourquoi tel individu réagissait comme ça, ceux qui veulent faire peut-être la morale aux autres, tout à l'heure tu as abordé ce sujet, peut-être qu'il y a un problème déjà d'amour-propre qui doit être réparé. Il faut un minimum d'ego, mais vraiment minimum. Parce que ton pire ennemi dans la vie, c'est qui? C'est toi. C'est pas les autres. Eh ben, vous pouvez repiocher dans cette magnifique boîte. Alors, ton film de zombie préféré et pourquoi? Alors, je suis pas trop film de zombies, même si j'en ai vu beaucoup. Il y en a très peu qui m'ont chamboulé. Marqué? Parce qu'on a les codes qui reviennent très facilement d'un film à l'autre. Il y a peut-être un film que j'ai trouvé intéressant, juste sur un point, et ça j'étais content, c'est le film de Snyder, L'armée des morts. Parce que c'est, je crois, l'un des seuls films de zombies où les zombies pouvaient courir. Et c'est vrai que dans beaucoup de films de zombies, les zombies marchent à 2 à l'heure, du coup ils font pas très très peur. Et là, ceux de Snyder, ils se mettent à se taper des sprints. Donc quand t'as une foule de zombies derrière toi et que t'as ton protagoniste qui veut survivre, il doit courir et pas simplement se cacher. Donc j'avais trouvé ça original, peut-être d'autres l'ont fait depuis, les zombies qui courent. Mais c'est vrai que les zombies qui vont à 2 à l'heure, je pense que c'est un code qui est trop arriéré aujourd'hui dans le cinéma, ça fait plus peur, peut-être à une époque, mais pourquoi les zombies doivent être au ralenti? C'est une question, je vous la pose. Peut-être parce qu'ils sont morts, donc ils ont perdu Je pense la capacité de marcher. Pour revenir à l'aspect politique du genre de zombie, je pense que ça remonte à Romero et les balbutiements du film de zombie sur la critique de la société de consommation, tout ça, avec ses premières œuvres zombies, tout ça. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce choix devait être politique peut-être, et au final il est ancré dans une connaissance commune, les zombies marchent au ralenti. Alors que pas forcément. Après, s'il fallait parler de littérature, il y a un livre, alors c'est pas tout à fait des zombies, mais presque, c'est des morts vivants, on n'y est pas loin, c'est Je suis une légende. Mais le livre, pas le film. De Mattison, c'est un super roman à lire. Si tu as un film qui se déroule dans un huis clos et qui selon toi est le meilleur, j'en ai qu'un parce que j'ai travaillé avec lui, c'est Garde à vue. Pour moi c'est le plus grand film, pour moi. Français, oui, mais oui. Oui, après il y a plein de films américains, mais je suis un peu franchouillard. Moi. Garde à vue, tu as bien raison. Il me manque la baguette et le béret, mais... Je sais plus si c'est lié ou pas. C'est avec... Non, c'est avec... Je sais plus qui c'est qui l'a réalisé. C'est avec Lino Ventura. Claude Miller, c'est ça. Avec Lino Ventura, Michel Serrault et comment elle s'appelle la fille, l'actrice, je sais plus, mais elle joue pas beaucoup dans le film. Mais super huis clos effectivement, super huis clos. On est dans un commissariat. C'est un honneur absolu de travailler avec ce monsieur. Tu étais pas sur Garde à vue, mais sur Thérèse Desquerou. Ouais. Oui. Il utilisait des vocabulaires
absolument Oui, il y avait. sensationnel. Quel directeur d'acteur. Et la technique, il s'en fichait, il avait totalement raison. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans Garde à vue, au-delà de Mais l'écriture? Un huis clos, c'est très difficile. Oui. Parce que l'unité de lieu et de temps, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer au cinéma. Faire passer au spectateur l'heure qui tourne, le jour, la nuit, tu es en intérieur. Et même au Ça- niveau du découpage, tu vas très vite te répéter, donc il faut te réinventer, c'est compliqué. Ouais. Et je trouve que c'est un film absolument maîtrisé. Et puis Serrault, là-dedans, il est magistral, quoi. Bah, le huis clos, c'est un genre où on peut vraiment expérimenter, où il y a beaucoup de place, on va dire, à l'expérimentation en tant que cinéaste, j'imagine. Absolument, et moi j'aurais dit peut-être 12 ans en colère. Alors cinéma. alors là, Ouais, mais c'est un procès. Non, ça se passe dans la pièce d'à côté. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le film démarre avec le juge, mais on est très vite dans la pièce d'à côté, et ça rejoint le film d'Éric Garde à vue dans le genre de huis clos, parce qu'il y a deux types de huis clos. Il y a le huis clos où le protagoniste est obligé de rester où il se trouve parce qu'il n'a pas les moyens de sortir. Et il y a les huis clos où le protagoniste s'impose de rester parce que tant qu'ils n'ont pas réglé le problème, ils seront enfermés. Donc dans Garde à vue, c'est le cas, il essaye de résoudre les mystères du meurtre. L'autre est au tribunal, oui. Et là, on est dans les 12 personnes qui doivent dire guilty, not guilty, et tant qu'ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sortiront pas. Donc la sortie est entre leurs mains, c'est à eux de se mettre d'accord. Mais j'avais occulté volontairement le principe du procès, parce que sinon il y en a plein des films comme Bien ça. sûr. Encore Il y en un avait autre un avec, politique. il y en avait un avec Gabin qui était exceptionnel, et Bardot. Oui, c'est La Vérité. La vérité, film magnifique. La Vérité, c'est Clouseau. C'est Clouseau, Henri Georges. Super, ouais. Magnifique film, La vérité. Gabin et Bardot. Bardot qui pour moi n'est pas forcément la grande comédienne que l'on... Mais dans ce film, elle est exceptionnelle. Oui, parce qu'il y a Clouseau qui l'a un peu bien Il bousculé. a dû la bousculer. Ah oui, il a oui. mis des chiffres. Hein. C'est officiel, c'est écrit dans sa biographie. Hein. Il l'a giflé. Ah ouais. Voyez. Carrément. Il a giflé pour qu'elle pleure. Ou pour qu'elle arrête de pleurer, je sais plus. Mais il l'a giflé. Pouvez-vous piocher encore dans cette boîte? Donc le PSG contre Marseille. On rejoint presque à présent tes références en termes de films de pandémie. Oui. Et donc du coup, on se ferme pas aux films de zombies. Là, Absolument. on te demande, heureusement, une question plus large sur Alors, le sujet. Alors, il y a... Alors, on va plutôt aller dans le monde post-apo, plutôt, même si c'est... Ah oui, ça marche tout à fait. Et hein. ben, j'irai vers le livre d'abord de Cormac McCarthy, La Route, qui a été adapté au cinéma par la suite, qui a fait un très bon film, La Route, C'est terrible. de John Hillcoat. C'est terrible comme film, c'est terrible. C'est un film qui m'a beaucoup inspiré. C'est d'ailleurs mon dernier jeu de cartes. Et voilà, c'est ce film. La qui route, m'a- vous dites. Oui, j'ai pas La vu. route. J'ai pas vu, donc je vais pas. de John Hillcoat. C'est ça, John Hillcoat, c'est ça. Et Cormac McCarthy pour le bouquin. avec le il a grand Viggo reçu- Mortensen. C'est ça. Prix Pulitzer, hein, le roman. Et le monde est complètement dévasté. Donc on est dans un monde post-apo et on ne nous explique pas comment l'être humain est arrivé là, puisqu'en fait, là, c'est pas le sujet du film, on s'en fout comment l'humain est arrivé là, mais il va arriver à ça. Ce qui nous intéresse dans le film, c'est comment il va faire pour survivre justement à cet apocalypse. Comment il va essayer de se relever, comment il va essayer de continuer à vivre, à apprécier la vie. Et il y a des scènes très très fortes dans le roman. Par exemple, ce qui est malin, c'est que l'interaction se fait entre deux personnages, un père et son fils. Et donc c'est le père qui a connaissance de l'ancien monde en quelque sorte, et le fils qui est né dans ce monde post-apo. Et ça donne naissance à des scènes, par exemple, quand dans un vieux centre commercial, ils vont dénicher une canette de coca. Périmée depuis un moment, mais c'est pas grave parce qu'il y a suffisamment de sucre pour la maintenir en bon état. Et il va ouvrir la canette pour son fils, il va lui faire goûter. Le fils va goûter ça pour la première fois de sa vie, il a quoi, une douzaine d'années. Et il boit, il dit mais ça pique, c'est pas bon. C'est bizarre ce que tu me donnes. Alors qu'aujourd'hui, à n'importe quel enfant donnerait du coca, il connaît la sensation du Coca-Cola. Et donc le livre et le film donc traitent un peu l'oubli. On efface tout et on recommence et on voit ce que ça donnerait avec une nouvelle génération qui devait découvrir un ancien monde qui révolue depuis un moment.
Donc il y a pas mal de scènes assez fortes entre le père et le fils qui sont très bien écrites, que ce soit dans le film et dans le livre. Pour une fois, on a un film qui fait honneur à bien des niveaux à la source initiale, donc le roman. Puis c'est une des références les plus terribles en termes de pur film de survival. Et pourtant, il n'est pas si vieux que ça, hein. C'est 2009, quelque chose comme ça. Il est très proche de nous, je trouve, et il a fallu du temps avant d'avoir un film post-apo de cette qualité. Digne de ce nom, j'imagine. Oui. Parce qu'il y a vraiment des scènes comme par exemple la scène de la maison et cette fameuse cave qui, la première fois que je l'ai vue, c'était une déflagration en moi, c'est terrible. C'est l'être humain face à lui-même. C'est ça. L'être humain, on disait, le pire ennemi de l'être humain, c'est lui-même. Hein. Donc là, c'est vraiment l'être humain face à lui-même. Le seul antagoniste du film, dans ce roman et dans ce film, c'est l'être humain. C'est l'homme, en général. Et je pense que c'est l'antagoniste le plus intéressant à traiter. Et le plus terrible. J'ai toujours trouvé qu'au-delà des monstres ou des zombies assez banals, l'ennemi le plus terrifiant, le plus sans pitié, le plus tout ce que vous voulez, c'est l'homme. Je pense que c'est pour ça qu'Éric et moi, on n'est pas beaucoup touchés par le monde des zombies, parce que les zombies sont des gens sans conscience, a priori. C'est juste. Et un antagoniste sans conscience, pour moi, c'est. De catalyser les. Ouais, mais c'est un antagoniste sans conscience, il n'est pas intéressant, puisqu'il n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Non, mais le public de ça, c'est peut-être plus les jeunes qui ont envie de se faire peur à moindre frais. C'est ça. Après, on ne dit pas que les films de zombies sont tous du même acabit, que il y a heureusement. Mais s'il faut s'en taper 200 pour en sortir un. Et c'est absolument pour ça que je parlais tout à l'heure de Je suis une légende, Matheson a eu le génie de faire en sorte qu'il y ait effectivement dans son œuvre les zombies qui sont des morts vivants, et une autre catégorie de zombies qui sont des vivants contaminés. Donc eux, ils ont gardé leur conscience, et le protagoniste du film, qui est le personnage qui est joué par Will Smith dans le film, est le seul être humain non contaminé de la planète. Et il y a une nouvelle civilisation qui est en train de se créer, c'est les gens contaminés mais encore humains, encore conscients. Et ils combattent les zombies qui n'ont plus cette conscience-là, ils veulent les éradiquer pour créer une nouvelle espèce d'être vivant qui n'est plus l'être humain, qui est cette espèce de vampire. Et le protagoniste, qui est justement le dernier être humain, et là le titre a tout son sens, Je suis une légende, à la fin il est sacrifié comme le Christ par les zombies conscients pour détruire le reste de l'humanité, pour laisser place à une nouvelle civilisation, une nouvelle race, ces zombies conscients. Nouvelle espèce. Pardon. Il n'y a pas de race. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses à faire avec cette thématique, mais il faut aller au bout des choses, il ne faut pas s'arrêter à la surface. Cette question. Alors, donne le nom du premier film qui te vient à l'esprit dans lequel il y a un couvre-feu. Il n'y en aura pas qu'un, parce que le couvre-feu, pour moi, pendant la guerre, la résistance, pour moi, l'armée des ombres, ils étaient en couvre-feu, on va dire, il me vient à l'esprit. Mais il y a aussi The Room, qui est un film plus récent, où cette femme et son petit sont séquestrés. Et là, c'est un film intense aussi, mais tu sais, le couvre-feu, c'est quoi le couvre-feu ? On peut aussi, je pourrais citer Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Quand tu es interné dans un hôpital psychiatrique, c'est un certain couvre-feu aussi. Et The Room aussi, qui m'avait bouleversé, parce que je trouvais le gamin J'ai beaucoup aimé la première partie du film, un peu moins la seconde, qui m'a un peu perdu. Quand ils sortent ? Ouais. Dès qu'ils sortent, ça m'intéresse plus. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Super. Oui. Mais le début... Oui, on est enfermé, c'est compliqué. Le gamin, toutes ces questions qu'il pose à sa mère, elle essaye de lui mentir. Qui me fait penser, là, je rebondis, Roberto Benigni avec La vie est belle. La vie est belle. Bien sûr. Magnifique film aussi. J'adore quand on déforme des la adultes réalité. sont obligés de déformer la réalité pour que ça devienne supportable accessible pour les enfants. Être bercé dans nos illusions ? Non, c'est de la protection. C'est pas du mensonge, c'est vraiment de la protection. Te protège. Parce qu'il y a des êtres, il y a l'effet collatéral. Il y a des êtres donc souvent les enfants. Et on les retombées des guerres qui sont faites par les adultes. En fait, les adultes sont suffisamment inconscients pour se dire qu'il y aura un effet collatéral sur des êtres qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui demandent que la paix, qui viennent au monde avec une espèce de pureté et qui est très très vite détruite. Un enfant, c'est pur au départ. Ouais, c'est pour ça. Un dernier mot donc pour
terminer en beauté ce petit pilote de podcast. Je voulais juste vous demander votre vision du cinéma pour vous deux. Qu'est-ce que doit être le cinéma? Le cinéma, pour moi, avant tout, c'est un lieu. Et je crois que ça l'a jamais été autant aujourd'hui, quand on peut avoir du contenu vidéo n'importe où, n'importe quand. Le cinéma est un lieu et pour vivre des émotions. Et c'est un lieu de partage. Parce que je ne sais pas vous, mais c'est certainement mon cerveau abîmé aussi, mais moi je n'aime pas aller au cinéma tout seul. Ce qui me plaît, c'est quand on sort de la salle, qu'on commence à échanger sur ce qu'on vient de voir. Avec un ami, avec ma femme, avec de la famille, peu importe. Mais aller au cinéma tout seul, perso, ça me va pas. C'est comme aller au restaurant tout seul, j'aime pas. Après, Mais moi, bon. j'y vais tout seul tout le temps. Oui, oui. Alors, Mais moi aussi, attention, moi oh. aussi, mais parce que c'était un besoin vital. C'est pas une critique, hein. Donc, C'est bien chacun. évidemment, bien évidemment. Tu vois. Bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un partage. Et même, Oui, c'est non, une expérience de partage. mais même si tu y vas seul, tu partages Oui. avec un public que tu ne connais pas. Parce que C'est sûr. tu t'en rends pas compte, mais tu partages avec eux. Les émotions Un sont moment, partagées. oui. Et vous êtes tous assis en train de voir le même film. Vous ne connaissez pas, mais vous êtes tous assis dans la même salle en train de voir le même film au même moment. Donc il y a un partage. Bon, après, c'est vrai qu'il est très impersonnel, mais il y a un partage. Mais c'est comme aller au concert tout seul, j'aime pas ça. Enfin, Oui. voilà, après, voilà. Moi, j'aime bien, j'aime bien la notion d'équipe. Je le dis, ça paraît fou, mais je peux dire à ma compagne, on a une belle équipe tous les deux. Parce que l'équipe, non, mais c'est Bien ça, sûr, c'est important. c'est important l'équipe. Pour moi. Après, chacun, il y a des gens qui. Je ne suis pas joueur d'échecs, c'est peut-être pour ça, parce que c'est très, très, très personnel. Donc, mais pour moi, le cinéma est un sport d'équipe. Absolument, il y a un film qu'il faut voir qui s'adresse, je pense, aux gens du cinéma plus qu'au public lambda, si on veut le comprendre. Hein. C'est Ne coupez pas. Alors, je crois que c'est coréen. Ouais. Et, Il est toi, sorti, tes films coréens, mais tu m'en as il parlé. est sorti soit l'année dernière, Tu soit en m'en avais 2019, parlé, mais tu il est m'en avais sorti. parlé. Ouais, il y a On quelques- s'ennuie les 20 premières minutes, c'est ça. Ouais, les parce deux. qu'on comprend pas pourquoi ce film est aussi mal foutu. On avait échangé là-dessus. Et plus on avance, plus on comprend que le cinéma doit être un travail d'équipe. Et coûte que coûte, il faut aller au bout du film, main dans la main, à trouver des systèmes D, des choses comme ça. Donc c'est un film qui est très malin dans sa construction. C'est-à-dire, il a dû te marquer parce que tu m'en as parlé l'année dernière. Oui, parce que c'est exactement le sujet. C'est que la morale du film, c'est que le cinéma doit se faire en équipe. Et pourtant, c'est pas une morale ou un message qu'on donnerait à n'importe qui, puisque les gens ne sont pas concernés par comment on fait un film. Donc je me suis senti très concerné par ce film, parce qu'on vient du milieu, et je pense que tous ceux qui viennent du milieu se sentiraient concernés par le message de ce film. On va voir parfois con tout court avant d'être cerné. Mais ça, c'est un autre débat. On reviendra l'année prochaine. Donc, pour terminer, Youssef, est-ce que au-delà de la salle de cinéma, l'art du cinéma tout court, où doit-il aller, ou est-ce qu'on ne sait pas du tout? Est-ce que t'as une idée? Eric l'a dit, il faut continuer à raconter des histoires. Parce que sans histoire, pas de cinéma. Est-ce que raconter des histoires, c'est l'histoire de l'humanité, en somme? Absolument. Pour moi, conteur, c'est le plus vieux métier du monde, si on peut appeler ça un métier. Ce que j'aime beaucoup en Afrique, c'est les griots. C'est des gens qui. J'adore la transmission orale de ce continent. Nous, on a perdu ça. C'est-à-dire qu'on est tout dans les livres. Et alors que sur ce magnifique continent qui s'appelle l'Afrique, ils parlent. Et on écoute les anciens parler. Et ils te racontent des histoires de gens qui sont morts, que eux, ils ont connus. Mais toi, c'est comme si tu l'avais connu toi-même. Dernière petite anecdote là-dessus, ça me fait penser à cette immense comédienne qui est décédée il y a plus de 100 ans, qui s'appelait Danelle Darieux. Et la première fois que je l'ai rencontrée, c'était impressionnant parce que je lui ai serré la main et je sais historiquement qu'à l'époque elle avait son chéri, son amoureux, son compagnon, tout ce que vous voulez, pendant la guerre, qui avait été arrêté par les Allemands, et elle était allée sur la demande d'Adolf Hitler faire une représentation devant lui. L'idée était de faire relâcher son chéri, ce qu'elle a obtenu d'ailleurs. Mais la petite histoire, c'est qu'elle lui a serré la main. Et moi,
70 ans après, j'ai serré la main de cette femme qui avait serré la main d'Hitler. Donc c'est comme si moi-même j'avais serré la main d'Hitler. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne près. À une personne près. Et ça, dans les livres, tu ne l'as pas. Et qu'est-ce que tu veux dire à travers ce serrage de main? Bah, c'est Mais c'est juste incroyable que ma main a serré la main. d'un Quand tu me personnage? serres la main, ma main a serré la main de Daniel Darieux, qui elle-même a serré la main d'Hitler. C'est pas dans un livre et c'est pas il y a 600 ans. C'est ce que j'aime dans cette histoire proche De partage. et avec des mots. En plus, attention, hein, j'en tire aucun plaisir de ce fou d'Hitler, c'est pas ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui a marqué son époque et son temps. Ça Enfin, rejoint ce que tu dis, les rencontres dans la vie, je pense que c'est la chose la plus importante. Grand merci à nos invités ici présents, Monsieur Youssef Fari C'est à toi, Julien. et Monsieur Éric Roffet. Merci à toi, Julien. De toute façon, C'était un plaisir. on est payé pour faire ça, Julien, il n'y a pas de problème. Pas moi. Ah, pas aujourd'hui, toi? Pour On moi, il y a eu un partagera. problème, ouais. Au niveau de la répartition de l'argent, ouais, Non. On va Je s'arranger. n'aime pas ça. On n'aime pas ça, moi non plus. Voilà. C'est Oui, mais sale. c'est vrai. L'argent, Que l'argent, non, c'est pas sale, mais c'est un moyen, c'est pas une C'est pas une finalité ou un but, Voilà. ouais. Donc merci à vous deux pour votre participation, votre contribution, votre érudition certaine, bien évidemment, au sein de ce podcast, et bien sûr votre volonté de partager au monde vos connaissances, et aussi au sein de notre... Toi, tu as une future Noté. carrière sur France Inter. Hein. Voilà. Il parle parfois plus que les les invités. invités. Plus que Donc les invités, t'es voilà, mûr. c'est ça, c'est ce Oui. que, voilà, c'est- Et on peut remercier les techniciens. Mais oui, Les techniciens ici sans qui présents, rien ne serait possible. C'est ça. Monsieur Fabrice et Monsieur Robin qui ont fait, j'imagine, un travail assez remarquable. Et voilà, donc merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mis au point.